Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que votre week-end s'est bien passé et que cela n'a pas trop été difficile avec ce confinement. On se retrouve nous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et elle va traiter pour la première fois un sujet plus technique, mais sans que cela soit trop incompréhensible. Du moins, je ferai de mon mieux pour faire en sorte de l'expliquer de façon la plus simple possible. Le sujet en question, comme le titre l'indique, c'est l'upscaling et tout ce qui l'entoure dans le jeu vidéo, donc que ce soit les consoles, les PC et les écrans. Pour commencer, définissons ce qu'est un upscale. On sait qu'il existe dans l'imagerie plusieurs tailles de résolution. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur YouTube, dans ces paramètres de vidéo que vous regardez votre contenu. Donc on les trouve du 144p, comme du 720, ou du 1440, voire même du 4K. Du coup, un upscale, c'est une remise à l'échelle d'une image de basse résolution vers une plus haute résolution, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma. Par exemple, on prend une image en 720 par 480 pixels que l'on upscale en 1920 par 1080 pixels. Cette pratique permet de redonner un coup de jeune en fait aux jeux vidéo et aux films. Et là on se dit, ok, n'est-ce pas déjà le cas quand je prends mon jeu en 1080 et qu'il s'affiche sur mon écran 4K? Eh ben non, dans le cas où l'image est en 1080 d'origine, elle s'affichera bien sur l'écran 4K, mais ces pixels, par contre, l'image sera étirée, donc de mauvaise qualité. Et là, du coup, quelle est la différence entre cet étirement et un upscale? Bah, le voilà. En prenant pour une base une image en 1080p, qui pour rappel est en 1920 par 1080 pixels, que l'on veut upscale en 4K, donc en 3840 par 2160 pixels, on prend pour l'exemple, dans ce tas de pixels, un bloc de pixels de 4 par 4 que l'on doit entrer sur une résolution 4K avec un bloc de pixels qui lui est en 8 par 8. 8 par 8 car le 4K est 2 fois plus grand en hauteur et en longueur, donc 4 par 4 qui devient 8 par 8. Sans upscaling, on voit bien que l'image est étirée et que le dégradé des pixels est plutôt brut, ce qui donne un rendu pas très joli à l'œil. Et avec un upscaling, cette fois-ci, on voit bien l'étalement progressif des pixels sans cassure nette. C'est là-dessus en fait que l'upscaling fonctionne pour se rapprocher au mieux d'une image native 4K. Et je précise bien, veut se rapprocher du 4K, parce qu'on va voir par la suite qu'il y a quand même une différence entre de l'upscaling et une image native. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cela passe par un algorithme plus ou moins performant qui va permettre de créer des pixels afin d'améliorer la qualité de l'image de base. Donc ces algorithmes sont plus ou moins performants et plus ou moins coûteux en ressources hardware, donc matériel sur nos machines. Mais avec le temps et nos nouvelles consoles et PC, on peut se permettre, au vu de leur puissance, d'appliquer ces algorithmes à d'anciens jeux pour les améliorer visuellement. C'est ce qu'on appelle plus communément un jeu remasterisé. Attention, certains studios et certains jeux ne passent pas que par les algorithmes pour tout recréer, mais mettent en place de nouveaux packs de textures qui seront appliqués selon le besoin dans le jeu. Voici un exemple d'avant-après sur certaines textures d'anciens jeux. Qu'on y retrouve Daggerfall, Doom, Morrowind, Final Fantasy VIII. Il y a aussi Hexen, Grand Theft Auto GTA Vice City, Final Fantasy IX, Deus Ex, tout le monde s'y connaît, Half-Life 2, j'en passe. Il y a beaucoup de jeux qui ont été remasterisés en utilisant des algorithmes du même genre. Et comme je disais, cela est tout de même coûteux en ressources et
plus l'écart est grand entre la résolution de basse résolution et la résolution haute souhaitée, plus cela est coûteux car il faut créer beaucoup plus de pixels tout en ayant un rendu propre, donc plus de calculs à produire pour l'algorithme. D'ailleurs, ces algorithmes, on les appelle en fait, et attention, des ESRGAN, pour l'abréviation de Enhanced Super Resolution Generative Adversarial Networks, qui sont en fait un réseau neuronal qui va calculer de façon très pointue un résultat souhaité. C'est en soi du deep learning pour ceux à qui ça parle le plus. Plus ce réseau neuronal aura d'exemples connus, plus il apprendra à recréer une image fidèle. Comme par exemple dans ce cas là avec une image d'un jeu. Donc on voit bien avec le avant-après que l'algorithme permet un rendu plus fin, mais beaucoup plus de défauts et d'artefacts. Alors qu'avec un apprentissage du ESRGAN, on peut obtenir ce genre de rendu. Vous voyez la différence entre les trois, c'est plutôt net. Du coup, on se retrouve avec des algos nous permettant d'upscale de façon plus ou moins propre à nos images. Je dis plus ou moins propre car nous verrons par la suite que c'est pas si parfait que ça. Donc je disais que nous avions enfin notre image upscaled par notre algorithme. Et là on se dit, chouette, nos images sont vraiment plus belles qu'avant. Plus affinées, plus détaillées. Eh ben non, pas vraiment. Elles sont pas plus détaillées à proprement parler. Donc si je prends une image à basse résolution, je suis limité par un nombre de pixels. On est d'accord. Ce qui veut dire limiter un nombre de places sur l'image pour y créer une texture et ses détails. Si je reprends l'exemple en image de façon caricaturée, voilà mon cercle en basse résolution. Et maintenant, le même cercle upscaled. On voit clairement que tout est plus affiné, plus propre et surtout agrandi. Mais est-il pour autant plus détaillé? Non. Si je prenais la même image native, je pourrais en faire quelque chose de plus détaillé, car j'aurais de la place disponible par le plus grand nombre de pixels sur l'image. Ce qui n'aura pas été possible à basse résolution, par manque de pixels. Donc l'upscaling, c'est bien, mais selon l'échelle sur laquelle on se base, c'est justement là qu'il faut mesurer à partir de quelle résolution peut-on dire qu'il n'y aura plus trop de différence dans le détail entre telle ou telle résolution. Tout cela en fait dépend du niveau de détail que l'on souhaite et que l'on peut percevoir à l'œil nu de façon marquante. Et c'est là-dessus que j'aimerais enchaîner avec l'arrivée depuis quelques temps sur le marché du DLSS d'NVIDIA, qui pour beaucoup de monde est le saint graal de l'upscale. Mais qu'est-ce que ce fameux DLSS? DLSS, qui est l'abréviation de Deep Learning Super Sampling, qui, vous aurez deviné, est du Deep Learning. Facile. Bon, plus sérieusement, c'est du Deep Learning qu'NVIDIA a réussi à pousser à un niveau vraiment surprenant pour arriver à faire de l'upscale sur de grandes résolutions et de façon plus performante qu'un rendu natif. Oui, d'un rendu natif. Cela donne un gain de frames par seconde en jeu pour une même résolution donnée plutôt énorme. Donc voilà un relevé que j'ai pu faire en visionnant différents tests, mais celui-ci était plus complet. Ce sont des résultats sur Watch Dogs Legion, patché, et surtout tournant sur une RTX 2080 Ti. Les scènes se passent en ville, pendant une course-poursuite, donc assez mouvementée. Je me base sur des tests existants, car j'ai malheureusement pas tout le matériel pour faire les tests moi-même. Et on peut tout de suite constater la différence entre du 4K natif et du 4K upscaled, avec du ray tracing. On a du 11 fps en natif et 30 fps en DLSS.
soit presque 3 fois plus de FPS pour la même résolution, et même 4 fois si on passe en mode performance. La différence est moindre avec le RTX éteint, off, mais toujours présente avec un bon 33 fps pour le natif et 55 fps avec le DLSS. Et là on se questionne, ça paraît un peu trop beau pour être vrai, donc on se dit, est-ce là la fameuse magie noire dont tout le monde parle, avoir rendu upscale aussi beau visuellement que de la 4K native? Pas vraiment en fait. Déjà, il faut savoir que le DLSS a ses limites de calcul et que celui-ci sera plus performant qu'une image native selon la résolution de la source d'image à upscale. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, plus la résolution est basse, plus le calcul sera coûteux, et ce même pour le DLSS. Du coup, à un certain niveau, le DLSS ne sera pas intéressant. Mais du coup, qu'en est-il de son rendu visuel et de sa qualité des textures? Le DLSS de sa version 1.9 était vraiment pas terrible et avait un rendu vraiment catastrophique à mon sens. Donc voilà un exemple. Et là vous me direz, mais elle est où la différence? Dans les détails. Car quand on regarde bien le DLSS, ça donne un rendu très flouté et niveau de détail, c'est moins réussi. Et en zoomant dessus, vous verrez mieux. Donc là, on voit bien que tout est plus pâteux, moins bien défini, plus flouté quand on regarde au fond. Un autre exemple de défaut qui nous a été présenté par Digital Foundry il y a quelques temps, qui nous montre l'évolution de la version avec la version 2.0 du DLSS. En voilà d'autres de la version 1.9 sur une image en mouvement qui semble pas avoir été corrigée sur la 2.0. Je vous montrerai pourquoi par la suite. Et cela nous donne comme un effet de faible résolution et c'est clairement pas agréable visuellement. Sur les différents comparatifs et tests que j'ai pu voir du DLSS 2 2.0, beaucoup de monde pense que le rendu sur du 4K DLSS sont plus affûtés, alors qu'en fait c'est tout simplement plus contrasté, comme le montre encore une fois Digital Foundry. On voit nettement la différence de qualité entre du DLSS et du natif 4K. Le DLSS est bien moins précis et beaucoup plus contrasté. Donc on en revient à ce que je vous disais sur le niveau de détail que l'on souhaite selon la résolution de base que l'on upscale. Pour un exemple plus poussé et perfectionniste qui vous montre que l'on ne peut pas avoir un même niveau de détail d'une image 4K avec du DLSS, c'est tout simplement la peau humaine, les yeux, les cheveux, du cuir et autres textiles ou matériels qui demandent une précision de détail la plus fine pour paraître réelle. Et voilà un exemple sur un visage. Donc le rendu en DLSS est dénaturé, et encore une fois plus contrasté, plus pixelisé si on regarde le seuil des narines et de l'aliasing autour de celui-ci. On perd vraiment le niveau de détail. Vous me direz que c'est peut-être un peu trop tiré par les cheveux, que c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément, sauf en zoomant. Sur ce cas-là, oui. Mais en voilà un autre sur Death Stranding. Et là, vous allez me dire que je suis fou et que le rendu est le même et qu'en prime, avec le DLSS, je passe de 80 fps en native à 110 fps en quality DLSS. Alors oui, le gain de FPS est bien présent, mais je vous réponds là-dessus, regardez le paysage au fond. On se retrouve avec le fameux problème DLSS en mouvement,
C'est plutôt flagrant sur la cascade. Il y a un niveau de détail toujours aussi pauvre quand on regarde au loin, et la falaise est là pour en témoigner. Et je sais pas pour vous, mais quand je joue un jeu, j'aime apprécier la qualité du paysage proposé, et là, il gagne nos matchs. Après, chacun ses exigences. Autre chose que j'ai pu constater sur tout ce que j'ai pu voir, c'est que le DLSS par rapport au natif, ça consomme pas mal niveau processeur, mais vraiment pas mal. Dans notre cas de Death Stranding, on a un delta de 9-10%, et si je vous remets les résultats de Watch Dogs Legion, ça donne ça. Donc on constate avec le RTX off, la différence n'est pas trop notable, mais une fois activé, on passe de 21% à 47%, un écart de 26%. Là, je parle sur un des derniers processeurs Intel, donc ça bouffe. Bon, sur les jeux que j'ai pu voir, c'est rarement autant, mais la différence est tout de même bien marquante. Du coup, est-ce que le DLSS fait de la magie noire ? C'est un nom pour ma part, mais à chacun de croire ce qu'il veut. Pour moi, on n'est toujours pas au niveau d'une image native, et cela consomme pas mal niveau processeur. Malheureusement, les développeurs ont l'air de vouloir de plus en plus nous vendre des jeux annoncés 4K, alors que cela n'est que de l'upscale et non du natif. Oui, on y gagne en performance, mais on y perd pas mal en qualité d'image, mais aussi en processeur, car cela veut dire que sur PC, il faudra bien être équipé à l'avenir. Le DLSS est une bonne alternative, il nous permet de jouer avec du ray tracing sans grosse perte d'FPS, et pour moi il ne sera jamais égal à du natif, pour la bonne et simple raison que je vous ai expliqué en début de vidéo. Plus on veut de détails sur une texture, plus il faut une résolution haute, native, pour y accéder, car l'upscale ne va pas créer de nouveaux détails pour nous. Maintenant, est-ce suffisant pour notre œil ? Je dirais que oui, si le DLSS s'améliore sur le niveau de détail en profondeur à l'avenir. Donc pour résumer où nous en sommes, on a compris que l'upscale via DLSS nous faisait clairement gagner en FPS, mais au détriment de la qualité, et tout ça pour du 4K. On sait également que le DLSS est limité d'un point de vue performance, selon le delta entre les deux résolutions de départ et d'arrivée. Là où je veux en venir, c'est sur nos chers constructeurs de télévision qui veulent nous vendre de la 8K. Oui, de la 8K. Avec pour argument de vente, wait for it, l'upscale. Bordel de fiente, eux aussi ils se mettent à vouloir nous vendre de l'upscale, en disant que nos images n'auront jamais autant de qualité visuelle et tout ça pour faire vendre leurs produits. Bon, je vais pas me faire que des amis sur cette vidéo. Pas besoin de vous faire un dessin après tout ce que je vous ai expliqué, que là, l'upscale 8K, c'est du bullshit, et qu'à ce niveau-là, à moins d'avoir une télévision qui fait la taille de son mur, elle ne sert à rien. Surtout au vu de son prix, comptez, si je dis pas de bêtises, comptez un bon 15 000 € pour une télévision 8K. Hein ? Vous n'êtes pas convaincu ? Voici un retour de 3 jeux en ultra settings sur une RTX 3090. Pas besoin de vous rappeler le prix de la bête. Donc si vous voulez passer en 8K, il faut diviser par 2 les FPS. Et là, je parle bien avec une RTX 3090. Donc DLSS et en prime sur des jeux sans RTX. Donc sans ray tracing. Donc je vous laisse imaginer du 8K sur Watch Dogs Legion et la perte de qualité en prime. Un autre exemple que j'ai fortement apprécié et qui n'a rien à voir avec les FPS, c'est un test de qualité entre du 4K et du 8K d'un YouTuber anglo-saxon dont la chaîne s'appelle Extra Shot.
Il est plutôt cool à regarder et écouter. Je vous ai mis le lien de la vidéo en question en description. Donc pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, pour résumer, il fait un test à l'aveugle entre une TV 4K LG et une TV 8K Samsung. À deux de ses amis qui connaissent un minimum l'imagerie, qui leur montre les deux télévisions avec les mêmes images qui tournent et leur demande de choisir entre l'une des deux selon la qualité d'image si elles étaient au même prix. Sans savoir qu'il y en a une en 8K bien sûr. En gros, ils n'arrivent pas à se départager, même en regardant de très près. Quand ils apprennent qu'une est en 8K, bah, ils n'en reviennent pas et n'arrivent pas vraiment à trouver laquelle c'est. Par contre, ce que l'on retient, c'est que la télévision 4K a un meilleur contraste que la 8K et que dans son ensemble, l'écran 4K s'en sort bien mieux que la 8K. Rien que la densité de pixels 4 fois plus élevée que du 4K sur la même taille d'écran limite le contraste. Ce qu'il explique d'ailleurs aussi dans sa vidéo. Pour ma part, actuellement, le plus rentable et performant reste d'avoir une belle télévision 4K et 120 fps qui coûte 10 fois moins cher qu'une télévision 8K qui ne sert qu'à faire bling bling à moins d'avoir une télévision qui fait la taille de votre mur. Donc on arrive enfin à la fin de cette présentation. J'espère avoir été compréhensible et que cela vous a plu, car j'ai essayé de vulgariser l'aspect technique au mieux et de façon la plus digeste. L'idée était vraiment de vous montrer le bon et le mauvais qu'apporte l'upscale dans nos jeux vidéo, mais également qu'il ne faut pas tomber dans le panneau du marketing 8K. Et sur ce, si vous avez des remarques ou questions, n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude. Et je vous laisse pour ma part sur une citation du youtubeur en question. La résolution ne veut pas nécessairement dire qualité. À la prochaine, ciao!